Depuis des générations, le château de Balmoral est plus qu'un paisible refuge écossais. Il était le centre de commandement silencieux de la monarchie britannique. Entre ses murs de pierre, les stratégies sont murmurées, les transitions de pouvoir soigneusement planifiées et l'avenir de la couronne délicatement sculpté à l'abri des regards. Cette année, alors que la famille royale se réunissait à nouveau pour son sommet annuel, l'air semblait plus froid que d'habitude, non seulement à cause des vents des hautes terres, mais parce que quelque chose avait changé. Les rituels étaient restés, le personnel était resté, mais le ton avait changé. Le poids de la couronne, transmise 2 ans plus tôt, semblait plus lourd que jamais. Charles, qui avait attendu plus de 7 décennies pour devenir roi, était arrivé à Balmoral non pas avec la vigueur d'un monarque se préparant à diriger, mais avec la lassitude d'un homme luttant silencieusement contre le temps. Ses pas étaient plus lents. Ses discours, bien que posés, portaient une nuance de fragilité. Des murmures s'y commencèrent à s'élever, non pas des tabloïds cette fois, mais de l'intérieur. Les conseillers échangèrent un des regards. La sécurité fut renforcée. Le personnel médical se déplaçait plus fréquemment dans les couloirs. Le rassemblement, autrefois festif, était désormais empreint d'inquiétude. Ce qui devait être un paisible refuge familial se transforma en salle de guerre stratégique. Et au cœur de cette tempête se tenait la princesse Anne, la sœur inébranlable qui avait toujours été la sentinelle silencieuse de la monarchie. Elle n'était pas là pour jouer ou poser pour des photos. Elle portait quelque chose qu'elle avait trop longtemps caché. Une vérité qui allait ébranler les murs de la tradition. Chaque membre de la famille le sentait. Quelque chose se préparait. L'habituel. Les discussions sur la tradition, le devoir et la charité avaient été remplacées par des questions que personne n'avait jamais osé poser à voix haute. Que se passerait-il si le roi ne pouvait plus diriger ? Qui monterait sur le trône, et serait-il même apte à rester ? Derrière des portes closes, des factions se formèrent. Certains penchaient pour la continuité, insistant sur le fait que le règne de Charles ne faisait que commencer. D'autres se préparaient discrètement à la transition. Même les plus jeunes membres de la famille royale, souvent considérés comme étrangers à ces décisions cruciales, observaient avec inquiétude. La santé du roi n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était une question de stabilité nationale, et les murmures qui circulaient dans les couloirs s'intensifiaient, de plus en plus forts chaque nuit. Puis vint le moment, subtil mais sismique. Anne, dans l'un des salons privés, invita quelques privilégiés à prendre le thé. Ce qui suivit ne fut pas une conversation superficielle. Ce fut la première vague de ce qui allait devenir une tempête. Mais personne ne s'attendait à ce que la princesse Anne allait de révéler quelques jours plus tard. Derrière la couronne, le roi Charles menait silencieusement une guerre qu'il ne pouvait gagner. Bien avant son accession au trône, Charles avait enduré bien plus que les pressions du devoir royal. Son corps, usé par des décennies de sport exténuants et d'obligations cérémonielles, portait en lui une histoire de douleur cachée sous des costumes sur mesure et des déclarations soigneusement formulées. Le polo, autrefois sa passion et sa démonstration publique de prouesse sportive, lui avait laissé des blessures persistantes au dos et des douleurs articulaires chroniques. Des années de chasse et d'activité en plein air l'ont encore épuisé. Mais il n'a jamais montré de faiblesse, n'a jamais vacillé en public. Il était formé, de sa naissance à sa force actuelle, qu'il la ressente ou non. Pourtant, lorsque le poids de la couronne a finalement pesé sur sa tête à 73 ans, ce ne sont pas seulement les exigences de la monarchie qui pesaient sur lui, mais son propre corps qui a commencé à le trahir. Peu après que les célébrations du couronnement soient passées à l'histoire, des rumeurs inquiétantes ont refait surface. Au début, elles ont été réduites à de simples rumeurs, les tabloïds faisant comme à leur habitude. Mais ceux qui étaient au palais ont vu quelque chose que le public n'avait pas vu. Une silhouette s'estompant, souriant aux caméras tout en luttant silencieusement pour se relever. Puis le mot est arrivé, personne ne voulait entendre parler de cancer. Il n'a pas rugi, mais s'est glissé comme une ombre. Buckingham. Le palais a publié de vagues mises à jour, des déclarations soigneusement élaborées, qui ont rassuré le monde sur le moral du roi et sa bonne réaction. Mais derrière ce rideau d'optimisme, la vérité était bien plus fragile. Charles, qui avait attendu plus longtemps que n'importe quel autre héritier de l'histoire britannique pour monter sur le trône, se trouvait désormais confronté à la cruelle ironie d'être trop malade pour exercer pleinement son pouvoir. Ses proches observaient avec une inquiétude croissante sa résistance, son énergie et sa présence déclinée. On disait au peuple britannique de croire en la guérison, et beaucoup y croyaient. Mais les observateurs chevronnés savaient qu'il n'en était rien. Les apparitions publiques devinrent plus courtes.
Les discours se firent plus rares. Sa démarche, autrefois énergique, ralentit. Sa voix trahissait une fatigue perceptible. On voyait les assistants royaux chuchoter plus souvent. Les médecins entraînent discrètement dans les salles. Même le personnel du palais, habituellement muet, commença à exprimer son inquiétude à voix basse à des journalistes de confiance. L'état du roi s'améliorait-il ou s'éclipsait-il discrètement? Des rapports contradictoires commencèrent à émerger. Certains initiés insistaient sur le fait que le traitement du roi fonctionnait, comme stabilisateur, et qu'il restait vif et maître de la situation. D'autres, plus prudents, avertissaient que la réalité était bien plus sombre. Ils parlaient de conversations discrètes à huis clos sur les plans d'urgence, de protocoles de succession en cours de répétition. Il ne s'agissait plus seulement de la santé du roi. Il s'agissait de la survie de la monarchie si le pire devait arriver. Charles essaya. Il le fit vraiment. Il était présent quand il le pouvait, souriait quand cela lui faisait mal et insistait pour accomplir ses devoirs même si son corps vacillait. Mais le regard du monde est habitué à remarquer chaque changement, chaque tremblement, chaque retard, et aucun optimisme ne pouvait masquer la vérité visible. Il se détériorait. Alors que le roi faiblissait, Anne s'avança avec un message trop douloureux pour être ignoré. Sa voix ne trembla pas jusqu'à ce qu'elle prononce 5 mots. « Le dernier souhait de mon frère ». Dans une pièce silencieuse entourée non pas de caméras ou de la presse, mais de sang et d'héritage, la princesse Anne se tenait debout, un papier serré à la main et une vérité trop lourde à porter seule. Le palais n'avait rassemblé que le cercle le plus proche de ceux liés par la couronne et le devoir. Aucun titre n'avait d'importance ici, pas à cet instant précis, seul comptait ce qui allait être dit. Dans l'air lourd, Anne, toujours stoïque, constante, calme, prit la parole et en quelques secondes, le silence enveloppa la pièce. Anne n'avait jamais été du genre à dramatiser. Sa force résidait dans son sang-froid, sa loyauté indéfectible, son refus de plier sous le regard aveuglant des attentes royales. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas le protocole, ce n'était pas la tradition. C'était personnel. Son frère, l'homme auprès duquel elle avait grandi, qu'elle avait vu s'élever au crépuscule de sa vie, et qu'elle avait silencieusement vu disparaître tout aussi vite, avait laissé derrière lui bien plus que de simples instructions. Il avait laissé son cœur sur le papier. Elle commença d'une voix calme, d'une voix assurée, évoquant l'engagement de Charles envers son pays. Comment, même dans ces moments de faiblesse, il restait hanté par la peur de laisser les choses inachevées. Il craignait non seulement pour son propre héritage, mais pour l'âme même de la monarchie. Il croyait, disait-elle, que la couronne devait unir et non diviser, que sa force ne résidait jamais dans son or, mais dans les mains qui la tenaient pour le peuple. Mais alors qu'elle atteignait la ligne suivante, quelque chose en elle changea. Une profonde inspiration. Un long silence. Puis, d'une voix qui tenait à peine, elle le lut à voix haute. « Le dernier souhait de mon frère était la paix, l'unité et la survie d'une monarchie renaissante. » Ce fut à cet instant que la salle se fendit. Certains haltèrent, d'autres baissèrent la tête, certains, même parmi la royauté, pleurèrent. Ces mots étaient hantés plus que poétiques. Ils étaient un plan. Charles n'avait pas simplement accepté la fin qu'il avait prévue pour ce qui devait suivre. Non, dans ses dernières réflexions, il appelait à la compassion au sein de la famille, à l'enterrement des vieilles rancunes et à ce que le futur roi règne non pas en souverain, mais en serviteur du peuple. Il avait imaginé une monarchie moderne, dépouillée de tout faux semblant, reconstruite sur la transparence et la confiance. Pour Anne, la tâche d'exaucer son souhait était plus qu'une cérémonie. C'était profondément personnel. Leur lien s'était forgé non pas en public, mais dans l'ombre de la vie royale où frères et sœurs se confiaient, se conseillaient, se protégeaient. Elle avait été sa force lorsqu'il sentait le monde se refermer sur lui. Maintenant, en son absence, elle devenait sa voix. À la fin du discours, point d'applaudissements, pas de cérémonie, juste un silence stupéfait qui résonnerait à travers les murs de Buckingham Palace pendant des jours. Le public, autrefois sceptique quant au stoïcisme d'Anne, se sentit ému par sa vulnérabilité. La monarchie, autrefois perçue comme distante, redevint soudain humaine. Mais ce n'était pas seulement un adieu, c'était un appel à se préparer à quelque chose de bien plus grand. Si je ne peux pas tenir debout, que l'avenir se lève. La dernière volonté du roi Charles était claire, mais controversée. Dans ces moments privés, loin des flashs des appareils photos et des engagements officiels, Charles avait commencé à affronter une réalité brutale. Non seulement la fragilité de son corps, mais le poids croissant d'un rôle qu'il ne pouvait plus pleinement assumer.
Pendant des mois, derrière les épais murs du palais et des expressions solennelles, il s'était débattu en silence avec une pensée qu'aucun monarque ne veut jamais envisager. Et si son règne, tant attendu, n'était pas destiné à durer, aux yeux du public, son visage restait calme, mais intérieurement, il commençait à se préparer à quelque chose que peu de gens anticipaient, la possibilité de se retirer, l'abdication. C'est un mot rarement prononcé à la maison de Windsor. Depuis le scandale d'Édouard VIII, la monarchie s'est bâtie sur l'endurance, la fermeté, quelles que soient les tempêtes. La reine Élisabeth a incarné cet esprit pendant 70 ans, ne faillissant jamais à son devoir jusqu'à son dernier souffle. Charles connaissait bien cet héritage. Il était gravé en lui. Mais contrairement à sa mère, il était monté sur le trône tardivement, à un âge où la plupart des gens s'essoufflent. Il avait moins de temps, moins de force et désormais moins d'options. Ainsi, alors que sa santé déclinait, ses pensées se sont détournées de l'héritage pour se concentrer sur la survie. Non pas la sienne, mais celle de la monarchie. Charles était un homme visionnaire, et il avait longtemps imaginé une couronne moderne plus légère, plus accessible, moins accablée par nos contraintes, des attentes dépassées. Et avec le prince William, il vit cette vision prendre vie. Un leader en devenir, déjà bien vu du public. Un homme né sous les feux des projecteurs, mais façonné par une tragédie personnelle et une résilience discrète. William n'était pas seulement le prochain sur la liste. Il était, aux yeux de Charles, la chance de renaissance de la monarchie. Des murmures de cette vision commencèrent à se faire jour au palais. Des assistants de confiance furent aperçus en réunion à huis clos. Des conseillers juridiques consultèrent d'un tolleux d'anciens protocoles. Les calendriers des engagements futurs furent discrètement ajustés. Et malgré tout, Charles resta calme, même si l'ampleur de sa décision se précisait. S'il ne pouvait plus mener la monarchie vers l'avenir, il veillerait à ce que l'avenir ait toutes les chances de se réaliser sans délai. Certains initiés furent stupéfaits, d'autres soulagés, mais tous s'accordèrent à dire que les discussions avaient bon lieu. Et elles étaient sérieuses. Pas de déclarations, mais des plans minutieux. Pas de démission, mais des préparatifs. Les assistants royaux, autrefois occupés à gérer les tâches cérémonielles, s'étaient désormais tournés vers l'imprévu, la planification. Derrière chaque poignée de main et chaque inauguration, une question subsistait. Était-ce son dernier ? Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la clairvoyance. Charles ne voulait pas disparaître dans l'histoire comme un roi s'accrochant trop longtemps à une couronne déclinante. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme du monarque ayant fait le choix le plus difficile, non pas pour lui-même, mais pour le bien de l'institution. Ainsi, son dernier souhait n'était pas un ordre. C'était une capitulation, une libération digne du pouvoir, dans l'espoir que la suite serait plus forte, plus audacieuse et plus durable. Alors qu'un chapitre commence à se clore, un autre subit une pression immense pour s'ouvrir parfaitement. William n'avait pas pleuré lors du couronnement de Charles, mais maintenant, ses yeux ne pouvaient cacher la vérité. Aux premiers 2 jours du règne de son père, le prince William se tenait droit, serein, tel un futur roi. Il souriait, hochait la tête, soutenait, mais derrière cette façade cérémonielle, une tempête s'était déjà formée. Ce n'était pas seulement la peur de perdre un père, c'était l'horreur silencieuse de voir le trône lui passer entre les mains avant l'heure, et le poids de cette fatalité commençait à se faire sentir. Lors d'événements où il se tenait autrefois avec aisance, ses épaules semblaient plus lourdes. Au moment qui appelait au sourire, des ombres se dessinaient dans son regard. Quelque chose en lui était en train de changer, et le monde le voyait. Pour William, ce n'était pas seulement une transition politique. C'était un chagrin enveloppé de devoirs. Il avait grandi en regardant son père attendre de diriger, attendre d'être vu, attendre son heure. Maintenant, ce moment était arrivé, pour être dévoré par la maladie. Il n'y avait pas de célébration, pas de pleine maîtrise du pouvoir du trône, seulement le silence, la tristesse et des questions non formulées. Et pour un fils qui cherchait autrefois à s'éloigner des contraintes royales, prendre ses responsabilités n'était plus un choix. C'était une obligation inscrite dans sa lignée. Le coup émotionnel était visible. Lors de ses récentes apparitions, le sang de William vacillait. Les appareils photos captaient des instants fugaces. Sa mâchoire se crispait. Ses yeux étaient rouges, sa voix plus faible que d'habitude. Il serrait la main des dirigeants mondiaux, prononçait des discours, souriait pour les photographes. Mais ses pensées étaient ailleurs. Sous ces insignes se trouvait un homme qui se préparait à perdre son père aux yeux du monde, tout en étant appelé à devenir le pilier d'une monarchie en péril. En privé, il avait déjà entamé le processus.
Les réunions auxquelles Charles participait autrefois accueillaient désormais Guillaume. Les conseillers réorientaient leur briefing. À huis clos, les documents étaient examinés, les cérémonies répétées, les stratégies élaborées à voix basse. Il n'y eut pas d'annonce officielle, mais le message était clair. La couronne bougeait, un battement de cœur à la fois. Pourtant, ce qui rendait ce moment insupportable n'était pas seulement la passation de pouvoir imminente, c'était le fantôme d'un autre, celui de sa mère. La présence de Diana hantait chacun de ses pas. Son héritage planait sur lui comme une prophétie qu'il n'avait jamais accepté d'accomplir. Il avait toujours porté sa douleur, sa passion, l'amour de son peuple. Et maintenant, à l'orée de la monarchie, il faisait face à une cruelle vérité. Pour devenir le roi dont le monde avait besoin, il devait supporter non seulement le chagrin du déclin de son père, mais aussi le souvenir d'une mère perdue au profit du système même qu'il allait bientôt diriger. Ce n'était pas un conte de fées, c'était un jugement. Et chaque larme qu'il retenait lui rappelait que diriger cette famille était synonyme de chagrin, et non de gloire. Mais cette transition n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de survie. À mesure que Charles s'affaiblit, les fissures au sein de la famille royale commencent à apparaître et elles ne font que s'accentuer. L'illusion d'unité a toujours été l'arme la plus puissante de la monarchie. Une seule image d'unité peut faire taire 1000 scandales. Mais derrière les portes du palais, la tension est indéniable. À mesure que la santé du roi décline, l'équilibre fragile qui maintient la maison de Windsor se détériore également. Et pour la première fois depuis des décennies, les fractures ne sont pas comblées, elles se creusent au grand jour. Au cœur de ce fossé grandissant se trouve un choc générationnel. Les membres les plus âgés de la famille royale s'accrochent aux devoirs, à l'héritage et aux traditions inflexibles qui ont défini la couronne pendant des siècles. Mais la jeune génération perçoit une monarchie en décalage avec le monde. Ils aspirent à la pertinence, à l'ouverture et à l'honnêteté émotionnelle, bien loin du stoïcisme inculqué à leurs aînés. Alors que la figure patriarcale de Charles s'estompe visiblement, le poids de ces tensions idéologiques éclate au grand jour. Le désaccord persistant avec Harry et Meghan ne fait qu'attiser le feu. Leur départ n'était pas seulement un scandale royal, c'était une déclaration d'indépendance. Et maintenant, avec l'institution sous pression, leur absence se fait plus que jamais sentir. Chacune de leurs déclarations, chacune de leurs apparitions est scrutée non seulement pour son contenu, mais aussi pour ses motivations. Sont-ils alliés ou adversaires, partisans ou symboles de la rébellion ? Leur silence pendant la crise sanitaire de Charles a été assourdissant, et leurs relations tendues avec les membres de la famille royale, en particulier William, ont laissé des blessures qui ne semblent pas prêtes de cicatriser. Il y a aussi la reine Camilla, une figure toujours dans l'ombre de Diana. En public, elle joue son rôle avec précision. Mais en coulisses, sa présence durant cette période de vulnérabilité a suscité des rumeurs. Certains la voient comme le stabilisateur silencieux. D'autres la considèrent comme une étrangère trop influente. Alors que Charles s'appuie davantage sur elle, la tension monte. Au sein de la famille, tout le monde ne la perçoit pas comme la force unificatrice qu'elle prétend être, et, l'émotion étant à son comble, même ses plus petites décisions sont interprétées comme des jeux de pouvoir. Au milieu de cette tempête se dressent Anne et William, les deux piliers les plus solides d'un palais en ruine. Anne, sœur fidèle, reste farouchement protectrice des volontés de son frère. Elle est la voix de la raison dans un océan de bruit. William, quant à lui, devient peu à peu le visage de l'avenir de la monarchie. Ensemble, ils forment une alliance discrète, mais même eux ne peuvent contrôler la tempête de perception qui fait rage à l'extérieur. Les médias, le public, le monde entier, tous ressentent l'instabilité. Et l'image de la couronne, autrefois intouchable, semble désormais dangereusement proche de la destruction. Il ne s'agit pas seulement d'une famille en sous-pression, c'est une institution menacée d'effondrement. Et si la famille royale ne parvient pas à trouver l'unité avant l'inévitable arrive, l'avenir pourrait arriver trop brisé pour être reconstruit. Mais la pertinence de la monarchie tient à un instant et à une décision. Que s'est-il dit en coulisses ? Le huis clos de Hampton Court ne sera peut-être jamais entièrement connu, mais les fuites ont choqué même les initiés de la famille royale. Le sommet historique de Hampton Court n'a jamais été présenté comme un adieu. Il n'était ni définitif, ni masqué par une tristesse invisible. Mais les personnes présentes, diplomates de haut rang, dirigeants internationaux et personnalités royales clés, sont repartis avec le sentiment obsédant qu'un événement monumental venait de se produire.
Le roi Charles, bien que visiblement las, est monté sur scène avec assurance. Il a parlé de durabilité, d'héritage, d'unification de la tradition et de la responsabilité moderne. Pourtant, sous cette rhétorique policée, quelque chose de plus profond vibrait. Un message tacite que les plus proches de la monarchie ne pouvaient mito et plus ignorer. Il ne s'agissait pas d'un simple engagement public de plus. C'était, selon toute apparence, son dernier grand sommet en tant que souverain pleinement actif. Ceux qui l'entouraient ont traité chaque geste, chaque commentaire, comme une partie d'un héritage scellé en temps réel. Et ceux qui regardaient attentivement remarquaient chancelant les signes subtils mais symboliques, les pauses plus longues entre les phrases, le regard occasionnel vers William et surtout la façon dont il s'attardait dans les conversations comme s'il disait au revoir tranquillement. L'ordre du jour officiel du sommet était centré sur la durabilité mondiale, un sujet cher à Charles depuis des décennies. Mais à huis clos, la succession était le fil conducteur de chaque réunion privée. Plusieurs participants ont depuis confirmé que les discussions, bien qu'informelles, laissaient entrevoir un transfert de pouvoir. Murmures de préparation, allusion à une transition. Des assistants de confiance auraient informé certains dirigeants mondiaux de scénarios potentiels dans lesquels le prince William assumerait bientôt un rôle plus central, non seulement en tant qu'héritier, mais en tant que monarque par intérim, en tout sauf en nom. S'en est suivi une vague de dialogues en coulisses. D'anciens membres du personnel, des diplomates et des commentateurs royaux ont commencé à parler prudemment et toujours en privé. Ils ont décrit le sommet comme chargé d'émotions, imprégné d'une urgence discrète qui n'avait jamais été présente auparavant. Cela ressemblait à la fin de quelque chose, à révéler une source interne. Pas seulement un chapitre, mais un règne. Une autre source a affirmé que Charles avait qualifié le sommet en privé de réunion de legs, et que plusieurs personnalités importantes en étaient reparties en larmes. Et, fait peut-être plus révélateur encore, les proches du roi ont admis que le sommet avait été orchestré non seulement pour affirmer sa présence, mais aussi pour tourner la page, pour donner à Charles une dernière chance de défendre les causes qui lui tenaient à cœur, tout en reconnaissant subtilement que son temps pour les diriger s'écoulait. Il ne s'agissait pas d'un couronnement, mais d'une passation de pouvoir discrète, une transmission symbolique du flambeau, mais une passation de pouvoir discrète. Une transmission symbolique, non pas par la cérémonie, mais par le geste, le regard et la présence. Désormais, la question n'est plus de savoir si le changement est à venir, mais de savoir dans combien de temps. Car la santé du roi ne s'améliore pas et la monarchie, encore fragile en raison de divisions internes et de l'incertitude publique, est au bord d'une nouvelle transformation. Alors que le sommet s'achève, la nation attend la seule chose qui pourrait tout changer. Tous les regards sont tournés vers le palais de Buckingham. L'annonceront-ils aujourd'hui, ou le silence continuera-t-il à parler plus fort que les mots ? La nation attend, non pas avec cérémonie ou célébration, mais avec impatience. Depuis plusieurs jours, les rumeurs grondent plus fort que les déclarations officielles. Les médias se pressent aux portes, les journalistes campent dans l'expectative. Le monde sait que quelque chose va arriver, mais nul ne sait quand ni comment. Au palais, la tension est étouffante. Les décisions sont pesées non seulement en fonction de leur impact politique, mais aussi de leurs répercussions émotionnelles. Chaque instant de silence se transforme en incertitude, et le peuple s'inquiète de plus en plus. La monarchie reconnaîtra-t-elle le changement qui s'opère sous ses yeux, ou continuera-t-elle de se réfugier derrière la tradition ? Le prince William, bien que serein en public, fait face au moment le plus intimidant de sa vie. Non seulement la transition du pouvoir, mais la collision entre le passé, le présent et l'avenir. Pour la première fois, il se retrouve seul. Non pas comme l'héritier en attente, mais comme la figure vers laquelle la nation pourrait bientôt se tourner pour trouver stabilité, identité et espoir. Mais même si les projecteurs se tournent vers lui, le doute persiste. Est-il prêt ? Non seulement à porter la couronne, mais à en assumer le poids. Son éducation, ses pertes, ses cicatrices, tout cela l'a façonné. Mais diriger cette famille a toujours eu un prix, et maintenant, la facture est à payer. Dans tout le royaume, le discours émouvant d'Anne résonne encore. Ces mots, ultime volonté de Charles, sont devenus plus qu'une simple déclaration. Ils sont devenus un étendard, une exigence de force, d'unité et de courage. Le peuple l'a entendu et le monde aussi. Cela a dépouillé le lustre royal et laissé quelque chose de brut, d'humain. Et c'est précisément cette humanité que la monarchie doit embrasser si elle espère survivre à la tempête qui s'annonce. Car il ne s'agit plus de savoir qui porte la couronne, mais de savoir si la couronne compte toujours. Les réactions du public sont mitigées.
Certains pleurent ouvertement, se préparant à un avenir sans le roi qui, bien que de courte durée, a porté l'héritage d'une dynastie. D'autres se tournent vers Guillaume avec un espoir prudent, incertain de sa capacité à combler le fossé entre la grandeur d'antan et la réalité moderne. Le peuple britannique a trop vu, trop subi de scandales pour accepter une foi aveugle. Ce qu'il veut désormais, c'est la vérité, la transparence et un dirigeant qui reflète le monde dans lequel il vit et non celui d'autrefois. La monarchie se trouve à la croisée des chemins, non pas de protocole, mais de survie. Cet instant, cette pause entre deux chapitres, est plus que cérémoniel, il est décisif. Si le mauvais choix est fait, la confiance si précieusement préservée pourrait s'effondrer en un clin d'œil. Mais si la bonne voie est choisie, une voie fondée non sur l'apparat mais sur une volonté délibérée, alors le dernier souhait de Charles pourrait bien être exaucé. Le dernier souhait du roi n'était pas seulement la paix, c'était la force. Et maintenant, toute la Grande-Bretagne attend de voir qui réalisera ce souhait. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et à bientôt pour la prochaine.